suis heureux de vous accueillir pour cette conférence de rentrée. Après la chute du mur de Berlin, la dislocation de l'Union soviétique et la fin présumée du communisme, les Européens, les Occidentaux en général, avaient estimé que la guerre était finie, qu'il n'y aurait plus de guerre, la guerre froide était finie, et nous sommes entrés dans une époque d'une dizaine d'années, à partir des années 90, au cours de laquelle nous étions supposés toucher les dividendes de la paix. Il semble que l'expression soit attribuée à Laurent Fabius, mais peu importe, c'est un détail. Et donc, pendant une dizaine d'années, nous aurons vécu dans cette illusion de fin de la guerre et de montée d'une sorte d'une illusion pacifiste. Et c'est à cette époque-là que le politologue américain Fukuyama a publié en 1992 un bouquin très intéressant qui s'appelait La fin de l'histoire et le dernier homme. La fin de l'histoire, c'est un concept hegelien, hein, sauf que Hegel ne voyait pas du tout la fin de l'histoire comme ce qui s'est produit avec l'effondrement du communisme. Mais c'était ça, les années 90, fin de la guerre froide, pacifisme, fin de l'histoire. Et donc, ce concept de dividende de la paix a fait que les budgets de défense, dans tous les pays européens notamment, se sont effondrés dans les années qui ont suivi. Je vais vous faire grâce des chiffres, mais par exemple, la part du PIB consacrée à la défense en France était de 5,4% en 1960, elle était tombée à 2,8% en 1990, à 1,8% en 2018 et ne remonte que récemment, puisque nous avons maintenant une cible à 2%. Alors, ce qui s'est passé plus récemment, c'est que la montée des périls dans le monde, alors on peut faire remonter ce basculement aux attentats du Bataclan et du Stade de France, mais on peut aussi trouver d'autres facteurs ou d'autres éléments déclencheurs. Cette tendance s'est inversée. On a assisté à nouveau à une hausse des budgets militaires à peu près dans tous les pays développés, bien sûr dans les pays émergents et bien sûr dans le bloc BRIC, enfin, le Brésil, Russie, Inde, Chine. Ça se voit notamment dans le domaine naval. On a assisté à une prolifération des sous-marins un petit peu partout dans le monde. On voit également une multiplication des porte-avions dans nombreux pays, notamment la Chine. Et c'est ce phénomène dont j'ai pensé qu'il serait intéressant pour vous qu'on en traite aujourd'hui. Voilà. Et donc cette période s'est terminée. J'ai retrouvé une citation d'Édouard Philippe lorsqu'il était Premier ministre. C'était à Toulon en septembre 2017. Et le Premier ministre a déclaré « Ne nous y trompons pas, le monde réarme, les défis sont nombreux. Des profondeurs glacées de l'Atlantique Nord aux eaux chaudes de la mer du Japon, la parenthèse enchantée des dividendes de la paix s'est refermée. » Voilà, donc c'est le sujet pour lequel j'ai invité ce soir pour vous l'amiral Faujour, qui était jusqu'à très récemment le chef d'état-major de la force d'action navale, qui est actuellement chargé de mission auprès du major général de la marine, et que je remercie de s'être déplacé depuis Toulon pour vous ce soir. Amiral, je vous remercie, je vous cède la parole. Je vous déconseille le micro, il m'a l'air assez foireux. Donc, je conseille plutôt le voilà. Bon, alors je vais tester celui-là. Et tout d'abord, en remerciant l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille et commandant de l'arrondissement maritime de Marseille de son invitation et de l'opportunité qui m'est donnée de reproduire cette conférence que j'ai déjà donnée à la fac de droit de Toulon il y a quelques mois, et donc de la partager avec vous, et je vous remercie de votre présence. Alors, vous avez derrière moi le plan de cette conférence qui est affiché pour vous expliquer déjà d'où on est parti, mais le sujet a déjà été édulcoré par le commandant Barthélemy et j'irai assez vite, et puis comprendre tous les ressorts qui permettent de parler d'un réarmement, et en particulier je voudrais insister sur le deuxième point, c'est de savoir comment on paramètre, comment on mesure un réarmement considérant une marine. Voilà. Au-delà des budgets, mais dans les messages que porte une marine à travers sa composition, à travers les stratégies qui sont déployées. Ensuite, il faut donner corps à ce réarmement et vous donner des éléments d'appréciation, des éléments chiffrés, et en particulier sur deux zones qui sont très concernées, que sont l'Indo-Pacifique et la mer Méditerranée. Et puis, une dernière partie qui est une ouverture qui certainement suscitera vos questions dans le dernier quart d'heure sur, bien effectivement, tout ça on s'arme, mais est-ce que ça va péter? Est-ce qu'on est sur une réelle hypothèse du combat naval? J'appuie tout ce que je dis sur des travaux du Centre d'enseignement supérieur de la marine,
qui est à Paris, à l'école militaire, qui produit régulièrement des notes ou des études approfondies, et il a produit un fascicule sur le réarmement naval militaire dans le monde, dans lequel vous trouverez des détails au-delà de ma conférence. Alors les faits, ils ont été dits. On va repartir dans les années 90 à la chute du mur. Fukuyama a été cité. On considérait que c'était la fin de l'histoire, que la paix allait s'imposer par le simple fait des équilibres, des échanges commerciaux, des interpénétrations entre les États. C'est la victoire des démocraties, la chute du communisme. Et donc, toute la marine russe, la marine soviétique de l'amiral Gorchkov, qui a été chef d'état-major de cette marine de 1956 à 1983, qui a hissé cette marine d'un pays continental au deuxième rang et talonnant l'US Navy, cette marine-là s'effondre, elle ne quitte plus ses atterrages, c'est le réflexe occidental, plus d'opposition à la mer. Et donc, ce qu'avait imaginé Tom Clancy à travers son roman Tempête rouge, la troisième bataille de l'Atlantique, ne se produira pas. Et on est dans un temps où eh bien, c'est la paix qui règne, c'est la Pax Americana. Et donc, comme il a été dit, on a beaucoup parlé des dividendes de la paix. Alors, comment se traduit ces dividendes de la paix au niveau des marines? Ça se traduit, donc, faute d'opposition à la mer, faute de mission, faute de proximité du combat naval, par un désarmement qui peut être considéré de massif, tout au moins pour les plus grosses marines. C'est-à-dire la marine américaine qui, son apogée de la guerre froide était à 594 unités, tombe à la fin des années 90 à 271 unités de combat. De la même façon, ces chantiers navals, qui étaient au nombre de 24, se réduisent à 7. Et toutes les marines occidentales souffrent, et la marine française souffre aussi, parce que voilà, ça se traduit en termes budgétaires. Hein, les armées sont le produit de l'effort de la nation. Cet effort budgétaire se tarit, et puis nos forces s'amoindrissent. Alors, elles s'amoindrissent dans le bon ordre, parce que la volonté, et comme pour les autres armées de la marine, c'est de rester homogène, de rester présent dans tous les compartiments du jeu. Alors, on réduit numériquement le nombre par type d'unité. Et donc, on aboutit à des lois de programmation militaire qui décroissent, et donc avec un nombre qui se réduit. Alors, on essaye, alors c'est le temps des économies. Le temps des économies, ça se traduit par des bâtiments de combat dont on veut un coût unitaire le plus faible possible pour avoir un nombre le plus important possible dans une série. Donc des choix qui vont en réduction de capacité militaire qui, d'un autre côté, elles se complexifient parce que les évolutions technologiques, les évolutions des armements font que la conduite des opérations à bord d'un bateau, à travers un central opération, à travers des calculateurs, des ordinateurs, à travers des systèmes d'armes, tout ça se complexifie et donc coûte encore plus cher. Voilà. Donc on a une complexité qui augmente le niveau opérationnel de nos bateaux. Ils sont capables de faire plus, mais un nombre qui se réduit et donc qui complique un petit peu les tâches de la marine, parce que les missions restent pérennes et il faut malgré tout se préparer au combat. De la même façon, parce que les marines, j'insiste là-dessus, moi dans la marine, je suis plutôt un logisticien, et on regarde souvent les bateaux, mais on regarde très peu le support, la base navale, le chantier, les industriels. Et tout ceci se réduit aussi et donc s'optimise aussi. Hein, c'est la période où DCN étatique, donc l'organe de l'État qui est chargé de la construction, de la réparation, de l'entretien de nos bateaux, passe de droit privé. On escompte, bien entendu, de ce passage sous droit privé, un retour sur investissement. Mais ce retour sur investissement, il se fait au détriment du nombre de chantiers capables de construire. Et
Du coup, Brest ne construit plus, et c'est Lorient qui construit uniquement les bateaux de surface, et Cherbourg les sous-marins. Donc on a un outil qui, lui aussi, se concentre en essayant d'augmenter sa productivité. Donc on est dans une situation où on essaye de maintenir tous les savoir-faire, parce que l'histoire de la marine, c'est une histoire d'une construction qui est toujours lente. Construire une marine, construire un bateau, c'est lent. Et perdre les savoir-faire, c'est extrêmement rapide. Et donc, tous les savoir-faire dans tous les compartiments du jeu d'une marine, la marine française l'a conservé. Alors, c'est aussi logique parce que la perspective du combat naval de haute mer a disparu, faute d'opposants. Et on rentre dans une phase d'une trentaine d'années où on devient une marine expéditionnaire. C'est le temps des opérations extérieures et où la marine, donc on n'est pas sur le terrain, hein, tout conflit se noue et se dénoue sur le terrain, mais stratégiquement, la marine apporte son soutien et donc on intervient depuis la mer. Et donc interviennent des concepts, des stratégies, from the sea, c'est-à-dire de la mer, ça c'est les stratégies américaines, où bien on taille l'outil maritime, l'outil naval, sur les besoins des opérations. Et donc, le besoin de maîtrise des mers n'existe plus. On est juste en mer pour des missions de police, pour lutter contre les trafics, pour lutter contre la piraterie. Et en fait, on a un grand écart qui s'inscrit entre ce qu'on appelle les luttes contre les activités illicites, LCAI, que vous voyez inscrite derrière moi, et le haut du spectre sur lequel on n'a jamais désarmé, qui est la dissuasion dans notre stratégie nationale. Et donc, on est, quand on relit, et j'ai relu à l'occasion les stratégistes du début du XXIe siècle, hein, entre 2000 et 2010, on en est à effectivement se dire que le combat naval n'est plus une hypothèse et qu'il faut construire des bâtiments en fonction de nos besoins. Et je vous ai mis la couverture du livre d'Hervé Couteau-Bégari, qui a été un grand stratégiste au sens naval, au sens où il a beaucoup réfléchi sur l'emploi, les tactiques, plutôt la stratégie navale, pas la tactique navale, parce que c'était moins son domaine. Mais c'est un homme qui nous a quittés trop tôt. Mais on voit bien à travers ce livre qui est sorti dans les années 2010 que la marine, c'est le meilleur ambassadeur. C'est-à-dire qu'on a une action militaire qui vient en soutien de l'action diplomatique. Et vous avez là la photo d'un bâtiment de projection et de commandement, qui est un bâtiment qui a été construit dans ces années-là, qui est construit souvent des normes civiles, avec un équipage qui est réduit à son minimum et qui est très peu défendu, et à tel point que même, y compris à l'époque, en 2006, où le premier est sorti, le Mistral, et qu'il a dû faire une évacuation de ressortissants au Liban, il s'est retrouvé confronté dans un milieu, là pour le coup, où les missiles volaient dans tous les sens, et il a dû être accompagné, fortement accompagné, pour pouvoir exécuter sa mission d'évacuation des ressortissants français et européens. On est en 2006. Voilà. Donc, la raison d'être des marines existe toujours, mais en tout cas, elle est moindre concernant le combat naval. Il y a une exception, cependant, c'est les forces sous-marines. Les forces sous-marines, ça reste dans le monde, et ça a été dit dans l'introduction, dire un socle de base du combat naval. Parce que le sous-marin, lui, il ne peut pas faire de mission de service public, il ne peut pas faire de mission de police. Son mode d'action, ses modes d'action, le missile ou la torpille, c'est du tout ou rien. Or, les pays ne lâchent pas là-dessus, et en particulier la France ne lâche pas là-dessus non plus, même si c'est extrêmement dur pour le maintien des compétences et savoir-faire, d'où l'appel aussi à l'exportation, c'est-à-dire qu'un industriel de l'armement français, national, pour pouvoir avoir une capacité de résister économiquement,
doit avoir une part importante de son chiffre d'affaires tournée vers l'exportation. Donc ce double mouvement-là, le besoin propre national et la nécessité d'exporter, et le besoin des pays de consolider leurs forces sous-marines, fait que le sous-marin, le désarmement n'est pas à l'ordre du jour. Donc 450 sous-marins dans 45 pays. On voit bien que c'est extrêmement distribué. Alors, les facteurs du changement, c'est une prise de conscience qui n'est pas récente, hein, même s'il y a eu une conférence navale au début de l'année à l'initiative du chef d'état-major de la marine de l'époque, Pierre Vendier, où il a invité ses homologues américains et britanniques et où la thématique du réarmement naval était fortement présente. Pour nous qui sommes des spécialistes, nous les marins, on sait que le réarmement naval, il a commencé depuis une grosse dizaine d'années. Alors pourquoi il a recommencé? Parce que en fait, dans le monde qui s'est construit, dans ce monde interdépendant, les flux maritimes sont devenus une nécessité absolue. Le développement de la Chine, avec dire que ces marchés qui sont européens, américains, tient sur ces échanges économiques. On a bien eu la démonstration lors de la crise du Covid, où lorsque un porte-container s'est mis en travers du canal de Suez et a coupé en fait la liaison entre l'Europe et la Chine, on a vu les impacts que ça avait sur l'économie. Donc ce fait maritime-là est donc nécessaire, rend nécessaire une marine pour protéger ces lignes d'approvisionnement. Et ça, les pays l'ont compris. Et d'ailleurs, il y a une règle dans l'histoire navale, c'est qu'un pays en croissance a une marine en croissance. Voilà. Le deuxième point, c'est que depuis 1982, il y a un droit des usages de la mer, un droit de la mer qui a été construit, qui donne des espaces souverains aux pays littoraux. Et donc, ça se traduit par des responsabilités, mais aussi par des droits sur l'exploitation des ressources, qu'elles soient halieutiques, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient minières. Et ce droit maritime n'a cessé de se développer parce qu'on est dans un monde qui est en croissance et qui cherche ces ressources qui ne sont pas forcément que sur Terre. Les hydrocarbures en sont un bon exemple. Et l'exploitation offshore, l'exploitation pétrolière ou gazière offshore, c'est-à-dire au-delà des côtes, a atteint des profondeurs qui sont conséquentes et fait que les pays revendiquent des espaces de souveraineté au titre de cette convention de Montego Bay. Donc, il y a eu un éveil aussi des pays sur ce que pouvait leur apporter la mer, mais comme c'est quelque part mettre des frontières à la mer, qui reste nullius par ailleurs, la haute mer, il n'y a aucune souveraineté, elle appartient à tout le monde. Comme on crée cet espace de souveraineté, on a une territorialisation en fait de la mer et donc aussi des frictions aux frontières de ces territoires. Je ne vais pas développer. Il y a une conférence à laquelle vous êtes conviés en décembre qui en parlera dans le détail. Et puis la mer, c'est un espace où on peut se confronter directement, où quelque part, les pays qui ont des velléités, pas seulement hégémoniques, mais d'affirmation de leur puissance, peuvent les exprimer. Pour les autres armées, on est confiné à son espace. La mer, on peut aller en haute mer, on peut se déplacer, on peut aller voir. Rien ne vous empêche d'aller voir en partant de France. Vous pouvez faire le tour partez de Brest, vous faites le tour du monde, rien ne vous arrête. Vous n'avez demandé l'autorisation à personne. Voilà. Et donc, c'est le retour du navalisme, c'est-à-dire l'idée que, quelque part, on peut affirmer ses intérêts nationaux à travers un rapport de force qui se situe en mer. Et ça, c'est un gros moteur pour la construction et le retour en puissance des forces navales. Voilà. Et in fine, la mer est un champ de confrontation. Et il y a des exemples où, par exemple, en 2010, une corvette sud-coréenne a été coulée et on n'a jamais pu attribuer
cette destruction à quelque pays que ce soit. D'où l'intérêt effectivement aussi du sous-marin, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est couvert, qui est secret, que l'on ne sait pas. Vous voyez bien ce qui s'est passé avec le gazoduc Nord Stream en mer Baltique. On est toujours aux hypothèses d'attribution, mais il n'y a aucun élément formel qui permet de le savoir. Donc voilà, on peut avoir une allumette, qui déclenche des choses à la mer, et donc civis pacem parabellum, donc l'idée aussi de construire des forces pour s'opposer. Alors comment apprécier ce qu'est la puissance d'une marine ? Alors il y a des répertoires. Le plus connu, c'est les flottes de combat. Et les flottes de combat décrivent par le menu l'ensemble des capacités navales par pays. Et souvent, pour un bateau, et c'est ce que vous voyez tous les jours, on va parler de son tonnage. Donc, ce tonnage est censé représenter une certaine forme de puissance. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Il faut regarder dans un détail qui est un peu plus précis que celui-là et ne pas s'arrêter juste à une nomenclature qui serait dire un peu réductrice. Le premier point, je l'ai déjà parlé, je vais passer assez rapidement. Le premier étalon pour apprécier la puissance d'une marine, c'est a-t-elle des sous-marins? C'est un vecteur de puissance assez fort, surtout dans des milieux contestés, parce qu'il a des vertus de discrétion et d'endurance qui le rendent dangereux. Dans cette catégorie, il y a quand même deux classes, enfin plusieurs classes, mais deux classes principales. Les pays qui ont des sous-marins nucléaires d'attaque et les pays qui ont des sous-marins conventionnels. Le sous-marin nucléaire d'attaque est le sous-marin par excellence parce qu'il est complètement indépendant de l'extérieur pour ses propres besoins énergétiques. Il a besoin de l'extérieur pour recueillir de l'information et puis pour conduire ses missions, mais il est extrêmement distrait, extrêmement véloce et il fait peser beaucoup. C'est un outil stratégique. Le sous-marin conventionnel, qui soit classique, c'est-à-dire le sous-marin de la Seconde Guerre mondiale avec un moteur, des batteries et une installation Schnorchel pour pouvoir recharger les batteries sous l'eau, ou qu'il soit avec des systèmes AIP, indépendants de l'extérieur, mais qui les maintiennent un peu plus longtemps sous l'eau, mais avec une mobilité beaucoup plus réduite, sont des sous-marins très performants, mais sur une situation plutôt locale. Ils ont moins la capacité à se déplacer, mais ça reste des atouts quand même qui sont essentiels. C'est surtout des forces qui sont très difficiles à maintenir parce qu'il faut réellement un savoir-faire, une expérience et des capacités industrielles de haut niveau. Ça, c'est le premier étalon. Bien entendu, le monde sous l'eau est en train de se développer avec le développement des drones sous-marins, avec tous les intérêts qu'il y a à aller de plus en plus profond. Je parlais d'ailleurs de la prospection offshore, d'exploitation offshore pétrolière et gazière. Il faut savoir aussi que sous l'eau se véhiculent plus de 90% des informations qui circulent dans le monde de la data est essentiellement véhiculé par des câbles sous-marins. Et d'ailleurs, Marseille est un hub européen, voire mondial important, puisqu'un certain nombre de ces câbles sous-marins qui véhiculent de l'information numérique émergent ici et sont redistribués sur le pays et sur l'Europe. Donc tout ceci constitue aussi un appel pour aller protéger de plus en plus profondément les intérêts que chaque nation a et donc à développer ces forces-là. Le deuxième élément de puissance qui est extrêmement saillant, c'est est-ce que ce pays possède une capacité aéronavale? Le porte-avions à catapulte, tel que les Américains en possèdent et tel que nous en possédons avec le Charles de Gaulle, est l'outil de supériorité navale par excellence. Alors, il y a d'autres porte-avions, des porte-avions qui, comme les Britanniques, emportent des avions à décollage court ou vertical. Mais pour nous, en fait, alors j'ai rien contre les Britanniques, mais les capacités de ces avions-là sont quand même moindres par rapport à un Rafale Marine qui est catapulté. Donc, ils ne consomment pas
son carburant pour décoller, il est catapulté. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'apanage des grandes nations. Les nations importantes qui veulent avoir voix au chapitre sur les mers, la Chine, l'Inde, sont sur la construction, pour la Chine, ont déjà des porte-avions et sont sur la construction de porte-avions. Et donc, quand bien même ces pays, en particulier la Chine, qui développent en parallèle des armes anti-porte-avions, parce que la cible pour eux, c'est le porte-avions américain, a la volonté d'acquérir des porte-avions. C'est dire que, parce que certains, on peut trouver ça dans certaines de nos lectures, certains disent le porte-avions, maintenant, on peut tout voir à la mer, dire tout est vu par les satellites. Donc, ça reste encore un exercice compliqué. Et donc, les porte-avions sont des cibles potentielles. Il est quand même étonnant que les pays qui développent des systèmes de missiles balistiques pour aller tuer du porte-avions à la mer cherchent à acquérir du porte-avions de leur côté. C'est dire que l'emploi stratégique et l'emploi tactique de ce type de bâtiments est essentiel. Après, dans la nomenclature, il y a les frégates qui sont l'épine dorsale d'une marine, qui sont capables de faire tout type de missions, depuis la basse intensité de ce qui est du bas du spectre, des missions de surveillance, d'interdiction, jusqu'au combat naval. C'est une gamme qui tend à s'élargir avec des bateaux de plus en plus gros et quelque part, on va sur un retour du croiseur. Il y a aussi, quand on regarde une marine, on regarde s'il y a des capacités amphibies, des capacités de lutte contre la guerre des mines, ce qui lui donne aussi la capacité d'intervenir. Alors, c'est toujours à double sens. On peut dire, j'ai un bâtiment amphibie, c'est pour faire de l'évacuation de ressortissants dont je parlais tout à l'heure. C'est pour faire de l'aide humanitaire, parce que je peux apporter après un ouragan, un tsunami, une explosion volcanique, des secours. Mais je peux aussi apporter des éléments expéditionnaires et donc quelque part, déclarer une velléité de gain territorial. Un point essentiel, je reviens sur les aspects logistiques, c'est le ravitaillement à la mer. Ça détermine la capacité à aller loin, longtemps, la capacité d'avoir une action turielle. Et puis, ce qu'il faut regarder derrière aussi, c'est la capacité autonome propre industrielle. Quelles sont les bases navales, quelles sont les capacités de réparation. Ça, c'est important aussi pour voir quelque part la résilience d'une force. Une force navale, ce sont aussi des avions, donc les avions de patrouille maritime pour faire de l'éclairage, pour voir. Alors, l'avion ne vole pas longtemps, mais il a une capacité de surveillance du haut désert. Et bien entendu, on va jusqu'au satellite, bien entendu, pour construire cette vision de la surface maritime. Et parce que pour la chose la plus élémentaire à faire quand on veut avoir des velléités et d'aller sur la mer, c'est de savoir ce qui s'y passe. Et savoir ce qui s'y passe, on le sait par les bateaux qui y sont, mais aussi beaucoup par ce que l'on voit du dessus. Et donc, là aussi, les capacités d'une marine, c'est aussi sa capacité à ce qu'elle peut faire voler des aéronefs, et en particulier les avions de patrouille maritime, mais aussi les hélicoptères embarqués. Et dire contre un sous-marin, la meilleure arme que possède un bateau, c'est un hélicoptère embarqué et les torpilles qu'il a avec lui. Voilà. Donc, je passe rapidement. Tout à l'heure, j'ai dit oui, le tonnage est important, oui, mais attention. Attention, c'est qu'en fait, on est rentré depuis assez longtemps, puisque le premier tir d'un missile mer-mer, donc d'un bateau contre un autre bateau, date de 1967, donc, avec une frégate égyptienne qui touche un navire israélien. Mais le missile s'est beaucoup développé et il donne une capacité de puissance à des petites plateformes. Et d'ailleurs, c'est ce vers quoi la marine russe s'est tournée. Ça fait partie des savoir-faire de la marine russe que d'avoir des missiles qui portent loin.
Vous entendez souvent parler des missiles Calibre. Une des petites surprises stratégiques lors du conflit syrien, ça a été de voir des patrouilleurs qui étaient dans la mer Caspienne aller pouvoir taper avec leurs missiles Calibre des positions en cœur de la Syrie. Et donc, vous voyez, le rapport de force d'un patrouilleur qui a un petit bateau d'une cinquantaine, soixantaine de mètres avec un faible tonnage, donc qui n'a pas de grosse capacité hauturière, mais il a une capacité de destruction assez massive. Et donc le missile est un atout majeur dans le combat naval, et d'ailleurs il n'a cessé de se développer. Le missile était subsonique, il est devenu supersonique. Maintenant on va vers des missiles hypersoniques avec des technologies qui sont extrêmement compliquées, qui sont l'apanage des plus grands, qui restent encore à démontrer, mais dont il faut se prémunir. Parce que là, on est dans le glaive et le bouclier, l'éperon et la cuirasse. C'est-à-dire qu'en regard de ces capacités-là, qui sont des capacités offensives, les capacités défensives se développent, que ce soit des capacités de guerre électronique ou des capacités de défense aérienne pour soit détruire le porteur avant qu'il ne soit en mesure de vous toucher, soit de traiter directement la menace. Et pour la marine française, il s'agit essentiellement des missiles Aster 15, Aster 30, qui sont capables de traiter des cibles, des missiles qui sont en vol rasant au-dessus de la mer, qui sont à des vitesses supersoniques. Voilà. Et donc toute cette complexité-là est aussi à regarder d'extrêmement près. Et donc la tendance est à l'augmentation des tonnages, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, nos bateaux sont en train de devenir des porte-missiles de plus en plus importants. C'est valable pour la marine française, mais ça reste quand même assez limité. Quand on regarde le développement des bateaux chinois ou russes, leurs conteneurs verticaux dans lesquels sont situés les missiles sont dans un nombre qui dépasse maintenant la centaine. Et c'est valable aussi pour les Américains, avec des capacités de traitement des cibles avec des dispositifs radars qui soient seuls sur le bateau ou associés avec d'autres bateaux, parce que tout le monde au-dessus de l'eau va coopérer, donc c'est de la veille coopérative navale, va être capable de traiter un nombre important de cibles avec des missiles extrêmement puissants. Donc, tout ceci fait que la dissémination des missiles, le besoin qu'ont les chantiers européens de vendre, fait que les marines ont la capacité, toute marine a la capacité d'avoir du matériel performant. Avant, dans les années 80, on avait des marines qui étaient en tête, qui, comme la France, avaient ces produits et puis vendaient des versions export. Là, c'est l'inverse. C'est quasiment l'export qui porte un petit peu la recherche et le développement, et qui fait que ça met à parité un certain nombre de marines avec les plus grandes. Après, il y a des facteurs différenciants, parce que avoir une marine, c'est un enjeu dans la durée. Je dis que ça se déconstruisait facilement, ça se construisait beaucoup plus difficilement. Il y a des enjeux de ressources humaines, c'est une thématique dont on parle un petit peu actuellement. Les ressources humaines au sens du nombre, mais aussi au sens de la formation, de la qualification, du commandement, de leur force morale. C'est aussi l'outil industriel, et je le répète, qui est à l'appui derrière, qui est capable de donner de la résilience à ces forces-là. Alors, les faits, je vois que je prends beaucoup de temps, mais les faits, ils sont là. En fait, sur cette partie-là que vous avez à votre gauche, c'est une mesure qui est un équivalent d'une énergie cinétique, c'est-à-dire qu'on a fait un petit calcul en prenant le tonnage de la marine et puis en mettant au carré sa vitesse de construction, en fait. On aurait pu prendre aussi l'âge moyen d'une marine pour montrer quelles sont les marines qui se régénèrent le plus vite possible. Et donc, ce qui est assez étonnant, donc on voit forcément la Chine, la Russie, quelques partenaires occidentaux, l'Italie, le Royaume-Uni. Mais là, je vais centrer sous la bulle. Vous voyez bien qu'il y a une zone du monde sur laquelle se concentre cette accélération, qui est bien en réponse à la Chine, tout ce monde asiatique.
Sur l'autre vue graphe, là, ça permet de mesurer l'accroissement. La petite barre bleue, c'est ce qui me permet de grandir. Et donc, on voit bien là-dedans que la Chine est en train de grandir très fortement d'un côté en accélérant et puis en nombre, puisqu'elle tente à doubler très rapidement le nombre de bâtiments. La Russie se restreint, mais se concentre en qualité. Et vous voyez que c'est un phénomène qui touche beaucoup de marines. En fait, le fait maritime, peut-être que je l'ai expliqué tout à l'heure, fait que tout pays qui n'a même pas une tradition maritime commence à s'intéresser et à avoir des éléments de force navale qui sont assez conséquents. C'est valable au Moyen-Orient, c'est valable en Afrique, c'est valable aussi en Amérique latine. Simplement, il y a vraiment deux zones qui concentrent l'essentiel. C'est l'Indo-Pacifique avec la Chine. Alors, on va s'intéresser un peu plus à la Chine. Donc, c'est une volonté d'abord, pour qu'il y ait une marine, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et la volonté politique, elle est là, avec Xi Jinping qui déclare qu'en 2050, il veut une armée de classe mondiale. Et derrière, après, il y a les chiffres. Les chiffres, c'est, on regarde les budgets, comme ça a été dit en introduction, voilà, pour avoir derrière la volonté, il faut de l'argent pour pouvoir construire. Et donc, c'est un budget de la défense en Chine qui quadruple. Et dans cette enveloppe interne, le poids de la marine qui double. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est significatif, qui montre que c'est une puissance continentale qui prend conscience du fait maritime et qui prend conscience de l'importance qu'a une marine dans le jeu de puissance. Jusqu'ici, la Chine s'était vue plutôt comme, dans les années, y compris dans les années 2000, c'était des forces fluviales, des forces côtières, et puis ça n'allait pas au-delà. Alors, derrière, c'est qu'il y a une stratégie. Alors, la stratégie, effectivement, c'est de se dégager des marges. Alors, en fait, c'est gagner du territoire sur la mer. On parle de cette souveraineté-là. Alors, cette souveraineté-là, elle se fait pas sous le droit maritime international, elle se fait par une simple volonté hégémonique et le rapport de force. Là, la Chine vient de faire paraître un document où ils ont rajouté un tiret à la ligne qu'ils ont tiré de la ligne des 9 tirets, on comprend 10, qui va jusqu'à Taïwan, et dans lesquels ils disent c'est de la mer territoriale pour nous. Donc ça, c'est un point qui est assez essentiel. C'est, voilà, je repousse en fait ma profondeur stratégique, je la mets à l'abri sous tous les missiles balistiques que j'ai, je développe une force maritime conséquente, qui est appuyée, une force navale militaire qui est appuyée par une milice, par une garde-côte pour commencer, qui est la plus grosse garde-côte au monde, et puis par une milice maritime aussi qui met en jeu la flotte de pêche et puis les navires de commerce éventuellement qui leur servent à faire du gain territorial. Alors, l'intérêt pour eux aussi, la Chine développe une composante sous-marine de sa force de dissuasion. Donc, depuis un certain temps, ils ont des SNLE, des sous-marins nucléaires d'attaque. Le problème pour eux, c'est que leur base de SNLE, Presqu'île d'Hainan, est très enclavée et que les routes maritimes pour se dégager sont aussi très étroites. Et donc, quelque part, leur volonté de repousser, c'est aussi d'accorder de la liberté de manœuvre et la capacité à leurs sous-marins nucléaires de pouvoir se dégager. Un autre axe d'effort qui constitue une mission de la marine chinoise, c'est de couper, parce qu'il y a une volonté d'endiguement des États-Unis, c'est de couper les axes entre alliés américains et en particulier, c'est des actions où la diplomatie joue un rôle aussi vis-à-vis du Pacifique Sud. Et ceci, ça nous concerne aussi parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la France est un pays maritime, parce qu'il a la deuxième surface maritime au monde, et cette surface maritime qui est extrêmement conséquente, qui est à plus de 13 millions de kilomètres carrés, 93% est dans le Pacifique, avec
îles de la Société avec Tahiti et puis la Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est quelque chose qui nous touche. Et puis le troisième point, c'est qu'on parlait du commerce, hein, on disait économie croissante, marine croissante. Eh bien, la marine chinoise a besoin de développer sa force navale aussi pour protéger son commerce. Et dans des endroits qui sont particulièrement sensibles, hein, parce que la zone est-asiatique, puis du Moyen-Orient, même si la circulation est possible, il y a des endroits qui sont plus resserrés, Bab el-Mandeb en particulier, où il y a pas mal de risques. Et donc, eh bien, ces forces chinoises navales y vont, et puis c'est une ouverture aussi vers l'Afrique. Alors, en réponse, la marine américaine, elle a pris du retard parce que autant les Chinois sont sur un rythme effréné qui fait qu'ils construisent extrêmement rapidement leurs bateaux parce qu'ils ont multitude de chantiers navals, autant les États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ils sont en train de compenser. Donc, le chef des opérations navales vient de sortir son Navigation Plan, qui est une demande en fait au Congrès de financer du bateau supplémentaire. Il prolonge les bateaux les plus anciens. On voit qu'ils essayent d'avoir le plus possible de nombre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, comme souvent pour les Américains, il y a une réponse technologique aux défis qui leur sont proposés. Et cette réponse technologique, c'est la création d'une task force, la numéro 59, qui est au Moyen-Orient, dans laquelle c'est une task force dans laquelle on va retrouver beaucoup de drones aériens, de surface et sous-marins. Donc, ils expérimentent extrêmement vite. Donc, ils espèrent en fait délester une partie de leur responsabilité à une gestion plus automatisée et plus dronisée pour pouvoir concentrer leurs forces sur l'opposition avec la marine chinoise. Et puis le troisième point, c'est de développer leurs partenariats et leurs alliances et puis de donner, de vassaliser quelque part, enfin, le terme est un peu fort, mais il est un peu involontier parce que je vais prononcer le mot d'AUKUS, dire AUKUS, l'accord que les Américains ont conclu avec les Australiens, l'intérêt stratégique des Américains, c'est bien de créer un contrepoids. Et les Chinois ont bien perçu le message qui était donné, un contrepoids en donnant du sous-marin nucléaire aux Australiens. Donc voilà pour la marine américaine, mais au total, c'est un réarmement qui est extrêmement conséquent, c'est 140% de navires en plus. Et si j'ai focalisé sur les deux grands acteurs hégémoniques, hein, les deux thalassocraties, hein, les autres marines se développent parce que même si elles sont sous le parapluie américain, elles sentent bien aussi que les Américains ont leurs intérêts propres. Et puis, ils ont fait aussi des choix où parfois, il suffit de changer de président et la politique change. Et donc, ils doivent aussi compter sur eux. Et donc, c'est le cas de la Corée du Sud, le cas du Japon. Et d'un autre côté, l'Inde aussi, qui est un concurrent extrêmement sérieux, dont on parle un peu moins. L'Inde aussi a volonté d'accroître de 40% sa flotte. Donc voilà, donc on est dans franchement le réarmement naval par excellence qui se traduit, vous voyez, et je ne cite pas tous les pays. Ce que vous remarquerez quand même, c'est que la présence du sous-marin, hein, quand vous avez le Bangladesh qui veut acheter du sous-marin, ça pose quand même des questions. Alors j'ai parlé d'une deuxième zone, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, alors vous la connaissez bien parce que vous en êtes riverain, c'est 25% du commerce mondial, c'est une zone extrêmement stratégique. En plus, les choses changent hein, pour le trafic pétrolier, c'est certainement en ce moment beaucoup plus de pétrole brut qui circule sur des bateaux plus ou moins sécurisés parce que quelque part le pétrole brut va en Inde, il est raffiné et il revient, hein, le pétrole brut russe. Donc c'est une zone d'importance, c'est une zone avec des conflits, des conflits entre voisins, Grèce-Turquie, Maroc-Algérie, alors conflit, rivalité, il n'y a pas de conflit ouvert, quoique
en Grèce avec Chypre, et il y a conflit ouvert. Il y a des ressources gazières, pétrolières en Méditerranée orientale qui font que ça exacerbe le fait naval et que je suis désolé, c'est indépendant de ma volonté, qui fait que tout ce petit monde progresse. Je vais juste focaliser sur la marine turque. La marine turque s'est rapidement développée ces dernières années. Elle est assez démonstrative de ce qu'est le réarmement naval. Tout d'abord, c'est la construction d'une stratégie. La construction de la stratégie, elle a été interne à la marine. Ce sont des amiraux, un amiral en particulier, Gurdeniz, qui a réagi à une carte que vous voyez qui délimitait les positions territoriales en mer. Et vous voyez la portion congrue rouge de la Turquie en regard de la Grèce qui n'était pas admissible à ses yeux. Donc, ils ont développé un concept de patrie bleue, dire d'appropriation sur des bases historiques, sur l'histoire qu'était celle de la marine ottomane et de l'Empire ottoman, et pour en faire des revendications, dire à la fois en mer Égée, à la fois en mer Méditerranée et à la fois en mer Noire. Et ce concept-là a été repris par Erdogan, la politique européenne à l'égard de la Turquie a eu ses vicissitudes, qui fait que Erdogan s'est saisi un petit peu de ce concept de patrie bleue pour en faire un étendard un petit peu dressé à la fois contre la Grèce et contre l'Union européenne. Et ça lui a permis de s'affirmer sur le plan maritime. Et cette carte-là, qui met en relation, juste pour illustrer, qui met en relation la Turquie et sa patrie bleue avec la Libye, lui a permis de justifier des accords de délimitation de la mer entre le gouvernement d'entente nationale libyen et la Turquie. C'est juste une illustration pour dire, voilà, l'appropriation du fait maritime au bénéfice d'une ambition un peu plus, pas hégémonique forcément, mais de suprématie régionale, voire d'influence. Alors, le parallèle est vite fait avec la montée en puissance de la marine. On a une marine qui a une panoplie complète, on a une marine qui a une base industrielle dynamique sur laquelle elle s'appuie, et puis qui est d'une influence grandissante parce que la Turquie mène ses intérêts en Afrique, a des accords avec le Soudan en particulier pour à la fois faire progresser la marine soudanaise, mais aussi pour avoir des facilités d'accès aux bases navales. Donc voilà, donc on a un pays qui s'appuie fortement sur sa marine pour pouvoir accroître ses propres capacités. Et donc là, vous voyez je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une marine qui, dans toutes ses composantes, grossit, commence à avoir de corvettes qui sont des petits bateaux au-delà du patrouilleur, avec des frégates qui sont un peu plus imposantes, acquiert des bateaux amphibies, acquiert des navires ravitailleurs. Là, récemment, vient de commander un bâtiment collecteur de renseignements. Donc, voilà, on a quelque chose qui se construit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15 ans, nous, on a vendu à la marine turque, qui était une marine moyenne, très moyenne, régionale, des bateaux dont on se séparait parce que nous, on décroissait. Donc, on a vendu des avisos, on a vendu des chasseurs de mines, et donc on a donné et ça nous arrangeait, on a donné à cette marine, enfin vendu à cette marine, tout comme les Britanniques aussi qui ont vendu des frégates, tout comme les Américains qui ont vendu des frégates. En fait, on leur a donné les moyens de grossir, en fait. Donc voilà, donc il y a eu cette espèce de vaste communicant qui fait qu'ils se sont aussi, ils ont fait leur apprentissage sur des bâtiments anciens mais robustes, et qu'ils ont acquis en fait des savoir-faire maritimes et navals qui sont assez solides.
Alors en allant plus loin, c'est pas simplement avoir une marine, parce qu'une marine on peut acheter de briques et de broc comme je l'ai dit, mais là en fait, maintenant qu'ils savent, maintenant ils font eux-mêmes. Voilà. Et donc vous avez ici, sur ce vue graphe, l'ensemble des chantiers qui sont capables de construire pour la marine turque. Et on voit le nombre significatif dont ils disposent. Là, actuellement, ils sont en train de construire une frégate de nouvelle génération. Il y a 3 bateaux qui sont construits quasiment en se succédant, mais dans 3 chantiers différents. Nous n'est pas capable de faire ça. Nous, ici, en France, on a un chantier de construction à Lorient, et avec une nef de construction où les bateaux s'enchaînent. Et passer la cadence au-dessus serait extrêmement difficile. Donc là, on a un pays extrêmement dynamique en termes de construction. Et là, si on regarde tous les équipements qui servent à la lutte anti-sous-marine, à la lutte anti-aérienne, à la lutte anti-surface, à la conduite des opérations, là, on voit de façon... Alors, c'est quand même des savoir-faire qui sont complexes et qui restent entre les mains des industriels les plus réputés, mais on voit progressivement une montée en gamme de l'industrie turque. Pardon, je suis parti dans le mauvais sens, voilà. Et donc, pour en faire en fait le bâtiment amiral de cette flotte turque, c'est un porte-aéronef qui a été construit sur des plans espagnols, de chantier Navantia, qui devait embarquer des F-35 américains, mais comme vous savez que la Turquie a acheté le système russe de défense aérienne S-400, s'est vu barrer le programme F-35. Ils sont en train de se dire le F-35 finalement c'est pas une réussite, et nous ça nous a donné une impulsion pour transformer ce bateau en porte-drone, et on sait très bien où on est. Quel état d'avancement a l'industrie turque concernant le drone, parce qu'on parle beaucoup du Bayraktar 2 qui est surtout les théâtres d'opération, mais ils développent actuellement du drone aérien à réacteur. Alors, pour ceux qui ont fait du porte-avions, on sait faire apponter ou envoyer en l'air un aéronef depuis un porte-avions, c'est pas un sport de masse. Mais ils y sont, ils y consacrent du temps et de l'argent, et ils s'y investissent. Donc voilà. Donc la Turquie, je ne cible pas la Turquie, j'illustre le réarmement naval à partir de la Turquie, et vraiment l'archétype du pays qui a compris l'intérêt d'une force navale dans l'affirmation d'une volonté de puissance. Alors, j'arrive à la fin, je vais peut-être un petit peu écourter votre séance de questions. Et donc, l'hypothèse du combat naval, elle est là, en fait. Alors, je ne dis pas parce qu'il y a beaucoup d'armes, les gens vont être appelés à se battre. Non, les caractéristiques du milieu font que les risques sont quand même grands. Je l'ai dit, la mer est un milieu lisse, fluide, il n'y a pas d'obstacle, les forces se rejoignent et se côtoient. On côtoie les bateaux russes à la mer, les forces russes, chinoises se rassemblent devant le Japon. Voilà, on peut faire beaucoup de signalements à travers une force navale. Alors, comme disait l'ancien chef d'état-major de la marine, on a plus de chances de tomber sur une frégate russe à l'ouvert de Toulon que sur une compagnie chinoise aux sorties du camp de Cangeers. Voilà. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai aussi pour ce qu'il y a donc en partie visible, mais en partie invisible. Vous avez aussi les sous-marins, et les sous-marins avec des missiles qui peuvent porter loin. Donc cette accélération du désordre, ces volontés un petit peu de puissance, rendent les choses un peu plus compliquées, et d'où la nécessité de se préparer davantage et de développer, d'abord faire avec ce que l'on a, et continuer de développer, parce que nous, notre marine, si je recentre sur la France, on a une marine quand même à la pointe. C'est une marine qui a quand même soit un nucléaire lanceur d'engins, soit un nucléaire d'attaque,
du porte-avions, de la frégate de défense aérienne, des frégates multimissions qui sont remerciées tant et plus par les Américains pour leur capacité en sous-marine. Sachez que les Américains apprécient fortement la présence d'une frégate anti-sous-marine française à leur côté quand ils passent des endroits qui sont un peu contraints. Donc on est bien, on est à la pointe. Ce qui nous fait défaut, c'est le nombre, parce que le combat naval, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, foudroyant, et c'est un combat d'attrition aussi. On voit bien ce qui se passe en mer Noire. C'est que même si c'est un peu David contre Goliath, eh bien, en dézinguant un à un une force, parce que là on est dans un milieu confiné en fait, hein, on peut pas, les Russes ne peuvent pas redoubler leurs forces. Et ben, progressivement, dans le temps, on le perd les uns après les autres, et puis le rapport de force se rétablit. Donc le combat naval, c'est un combat d'attrition, et il faut avoir du nombre. C'est là où ça pêche un petit peu chez nous. Dernier point, et c'est la conclusion, c'est que l'offensive prime, et donc il ne faut jamais se faire déborder et avoir toujours un coup d'avance. Et c'est ce à quoi nous appliquons, nous, à la Force d'action navale, en termes de préparation opérationnelle, pour avoir les tactiques les plus innovantes possibles, les performances les plus conséquentes en liaison avec les industriels, pour connaître nos systèmes dans chaque coin de leur domaine. Voilà, je vous remercie de votre attention.